Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver comme chaque mercredi pour votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui dans l'émission, nous allons parler de retraite et ses répercussions répercussions psychologiques. Voilà, j'y arrive. Ces répercussions psychologiques et la retraite, comment bien préparer sa retraite, on en parle aujourd'hui avec mes invités. Alors avec moi, docteur Lamia Guelif Mazri, vous êtes médecin généraliste et coach. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Et à vos côtés, docteur Selim Awati, vous êtes retraité de la santé, vous étiez dentiste. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors l'adieu à une carrière ou un métier ne se règle pas à coup de cotisation. C'est aussi quitter un travail, cesser de se rendre à certains endroits, de fréquenter des collègues ou des clients et surtout endosser un nouveau statut social. Qu'en est-il du vécu psychologique? On en parle aujourd'hui avec vous. Donc Monsieur Selim, docteur, je vais dire docteur Selim, même si vous avez déjà pris votre retraite. Effectivement. Alors, comment se passe votre retraite? Ça se passe bien? Bon, ça a été très difficile au départ, ça a été vraiment très difficile. On a beau se préparer, on n'est jamais tout à fait préparé. Mais ensuite, avec le temps, on arrive à trouver des occupations et puis à se construire de nouveaux repères. D'accord. Et avec le temps, on finit par accepter un petit peu son nouveau statut. Accepter carrément, oui. Oui, parce qu'au début, c'est très difficile. Vous aviez un emploi du temps, vous étiez dentiste, donc vous aviez forcément un emploi du temps chargé. Donc vous étiez en cabinet ou vous étiez... Non, santé publique. D'accord. Oui. Alors comment que ça se passait? C'était, disons, donc vous travaillez pratiquement tous les jours? Tous les jours, oui, voilà. Et puis, un emploi du temps chargé? Oui, c'était tous les jours, à part le week-end, bien sûr. Et puis, donc, la semaine était régie par le travail, par cette occupation qui était très importante, bien sûr, au quotidien. Et puis du jour au lendemain, se retrouver comme ça, avec tout ce temps libre devant soi, et puis perdre un peu son statut, perdre même un peu son identité. C'est un bouleversement. Oh, complètement, oui. Oui, tout à fait. Alors, ce bouleversement, justement, il a un impact psychologique, docteur? Oui, l'impact est très important. C'est pour ça que la préparation de la retraite en amont est nécessaire. Parce qu'en même temps, vous voyez, vous perdez votre cercle amical, qui est votre cercle au travail. Donc, vous avez vos connaissances, vos amis. Et puis, comme a dit le monsieur également, comme a dit le docteur, vous perdez un peu votre statut, vous vous retrouvez du jour au lendemain à ne rien faire, donc passer d'une activité très intense à une activité presque inexistante, c'est pas évident. La préparation est très importante et donc on aura le temps d'en parler par la suite, mais il y a plusieurs étapes à passer avant de prendre sa retraite et aussi il y a toute une préparation à faire au préalable. Très bien. Donc nous allons d'abord suivre un reportage de notre collègue journaliste qui a justement fait un sujet par rapport à ça, à la retraite, comment prendre sa retraite. Et nous allons revenir tout de suite après. C'est un reportage de notre collègue Ferida Ben Mislem. Deux régimes constituent le système de retraite algérien. La Caisse nationale des non-salariés, CASNOS, et la Caisse nationale des retraités, CNR. Il est utile de rappeler que le système fonctionne selon des règles, comme l'unification des taux de validation des années d'assurance, l'unification de l'âge de départ à la retraite, la fixation du taux maximum de la pension, ainsi que la fixation d'une durée de carrière maximum. Les personnes retraitables, c'est les personnes en activité généralement. Pour l'homme, c'est les hommes qui ont atteint l'âge de 60 ans. Et pour la femme, c'est toujours 55 ans. Et la femme qui a des enfants, elle peut sortir jusqu'à 53 ans. Si elle a 3 enfants, dont le dernier doit être âgé de plus de 9 ans. Le travailleur qui doit formuler sa demande auprès de son employeur, il formalise le dossier ou la partie état civil. Et l'employeur nous prépare tous les documents concernant l'activité. Le système de retraite accorde une attention particulière à certains paramètres, tels que la couverture d'une grande partie de la population, ainsi que le taux du remplacement du revenu d'activité. Une fois que la carrière a été retracée, le dossier est transféré vers le service liquidation.
Ce service traite le dossier, saisit les salaires, les 5 dernières années ou bien les 5 meilleures années les plus favorables. Après cela, le dossier est signé. Ce n'est pas la liquidation définitive parce qu'on doit avoir la cessation d'activité. Son dossier va être liquidé définitivement dès qu'on reçoit l'attestation de cessation de paiement. D'autre part, l'on indique qu'une nouvelle application en ligne a été mise en service, la e-retraite, qui permet à l'employeur de rentrer en contact direct avec les services de la CNR et fournir en temps réel toutes les informations nécessaires et utiles pour les futurs retraités, qui pourront à leur tour suivre l'étude de leur dossier et contribuer à sa mise à jour. Alors, la Caisse algérienne est un site sur Internet pour les employeurs pour qu'ils puissent consulter et suivre leur dossier de retraite déposé pour leurs retraités. Donc, après avoir donné une formation aux employeurs et un code spécial pour qu'ils puissent accéder sur Internet et saisir toutes les informations de dossier de retraite afin qu'ils puissent consulter et suivre leur dossier. Le e-retraite, c'est un portail qui sera mis à la disposition de l'employeur. C'est l'employeur, le service collectivité de l'employeur qui, au lieu de nous ramener la demande de retraite qui est sous forme d'une double feuille, c'est l'employeur qui saisit tout, qui saisit l'état civil, la carrière et les salaires. Passer à la retraite, certains en rêvent, d'autres l'appréhendent. C'est une étape importante qui met à l'épreuve notre capacité d'adaptation à une nouvelle situation de vie. Passer ces 2-3 premiers mois où le retraité se sent en vacances, s'il n'a pas prévu, s'il n'a pas planifié, programmé sa retraite, eh bien là c'est la déprime qui s'installe. Parce que vous passez d'un mode de vie qui vous a façonné pendant, 30 ans de votre vie, mais je vais aller un peu plus loin, dès l'âge de 6 ans, dès l'entrée à l'école, vous avez suivi ce rythme, vous vous êtes réveillé tôt le matin, vous avez pris les transports en commun, vous êtes allé quelque part, vous avez rencontré des gens, vous aviez des actions finalisées, c'est-à-dire qu'il y avait une finalité derrière le fait que vous vous déplaciez, que socialement, vous aviez des fréquentations qui étaient en relation avec justement ce que vous faisiez professionnellement. Et tout à coup, vous voilà sur une période où vous vous déconnectez de tout cet environnement social, professionnel. Le passage à la retraite est un changement qui modifie notre fonctionnement habituel. Comment peut-on traverser cette période de transition en toute sérénité ? Quand on dit être libre, c'est bien, quelque part, on a peut-être omis de finir notre phrase. C'est être libre de faire quoi au juste. Nous ne sommes pas programmés pour ne rien faire. On est programmés pour courir toute notre vie derrière des valeurs, des buts, des finalités philosophiques. Et sur ce parcours-là, vous avez des objectifs qui sont des stations. Voyez, et plus vous vous fixez d'objectifs, plus vous vous rendez compte qu'avant même d'avoir atteint cet objectif, vous êtes déjà en train de vous en fixer un autre. La retraite, c'est aussi la même chose. Ce sont 30 ans de votre vie, peut-être 40, peut-être plus. Et ce temps-là, vous aurez envie de savoir à l'avance à quoi vous avez envie de le consacrer, à qui. Au final, préparer sa retraite n'est pas une question de finances. C'est aussi savoir faire le pas vers une autre vie où l'épanouissement sera à l'ordre des jours. Alors, comme le disait la journaliste, la retraite, certains en rêvent, d'autres pas vraiment. Alors, vous, est-ce que vous rêviez de prendre la retraite ou vous appréhendez un peu? J'appréhendais beaucoup même. Bon, j'ai essayé de me préparer quand même, mais j'avoue que j'ai été désagréablement surpris. Est-ce que déjà la préparation du dossier, de la demande et tout ça, est-ce que ça vous a aidé un peu à vous mettre cette idée dans la tête que ça y est, c'était l'heure d'arrêter de travailler? Oui, j'ai essayé, mais plus ça approchait et plus l'appréhension grandissait. Et puis, une fois arrivé, la retraite, ça a été un peu la déprime, hein, D'accord. faut dire, oui. La déprime après quelques jours, vous avez bien profité du début, c'était plutôt des vacances au début? Non, du tout, non. J'appréhendais tellement que dès le départ, j'ai plutôt mal vécu la retraite. Et ça a duré quand même pendant
peut-être 2 bonnes années. Ah oui. Oui, oui. Avant de trouver de nouveaux repères et de nouvelles occupations, et puis de s'adapter à ce nouveau mode de vie. Oui. Ouais. Très bien. Alors, comment se préparer? Est-ce qu'on s'y prépare à l'avance? À combien de temps on commence à réfléchir? Comment que ça se fait, la préparation à la retraite, docteur? La préparation doit se faire dans les 3 voire 5 années avant la retraite. Et puis moi, je voulais juste rebondir sur ce que le docteur a dit. Quand il a dit qu'il appréhendait tellement la retraite que dès le départ, il a mal vécu. Donc, il faut savoir que nos pensées se matérialisent. Donc, tellement il a appréhendé, ce mécanisme s'est mis en place et donc il a vécu dès le départ cette déprime. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est important de préparer et de mettre en place de nouveaux mécanismes avant déjà, au préalable. Et puis penser aussi positivement, parce que plus on pense positivement et plus ça se matérialise dans la réalité. Donc la préparation se fait déjà, vous savez, quand vous êtes pris dans votre travail, tout votre milieu social est à ce niveau-là. Donc vos liens amicaux, vos connaissances. Donc déjà, commencez à préparer ça au préalable. Commencez à chercher vos valeurs, parce qu'en fonction de vos valeurs, vous allez pouvoir trouver des occupations, des centres d'intérêt. Donc si vous êtes plutôt altruiste, vous pouvez vous retourner vers des associations, vers du travail caritatif. Vous pouvez également vous retourner vers le sport si vous n'avez pas... Vous savez, on n'a tellement pas le temps quand on travaille, on n'en a tellement pas le temps de faire de choses qu'à un moment, on se dit, bon, j'aurai le temps après la retraite, mais on se dit, j'aurai le temps après la retraite, mais il faut s'y préparer. Vous avez d'autres personnes qui vont faire d'autres études parce qu'au final, ils se sont retrouvés dans un parcours professionnel qui ne leur correspondait pas. Mais bon, il fallait ramener la nourriture à la maison, donc il fallait travailler. C'était un travail alimentaire. Et au moment de la retraite, elles peuvent se reconvertir, aller trouver leur hobby, leurs occupations. Ça peut être du yoga, mais aussi ça peut être du développement personnel parce qu'au final, on est tellement à l'extérieur de soi tout le temps, toutes ces années où on travaille, où on s'intéresse tellement à l'autre et on ne s'intéresse pas trop à soi. Et c'est pour ça que parfois ce passage-là peut être un peu vécu dans la déprime, voire la dépression, parce qu'on ne se connaît pas. Et donc pourquoi pas préparer la retraite pour mieux se connaître. D'accord. Est-ce qu'on peut se faire coacher pour préparer la retraite? Oui, il y a de plus en plus de coachs qui peuvent accompagner les gens pour la retraite et c'est important d'être accompagné, surtout pour connaître ses valeurs, parce que moi je vous dis, essayez de trouver vos valeurs, mais parfois c'est pas si évident que ça si on n'est pas accompagné, si on n'est pas orienté, s'il n'y a pas quelqu'un qui va venir juste changer notre angle de vision pour voir les choses différemment. Parce que quand on est focus, parfois on ne voit vraiment pas les choses. D'accord. Et alors, vous, comment que ça s'est passé? Une fois que vous avez pris votre retraite, déjà à la maison, comment votre quotidien s'est installé, votre nouveau quotidien de retraité? Bon, c'était surtout essayer de trouver des occupations, parce que le vide était très pesant. Et on sentait qu'on ne maîtrisait plus son temps, qu'on en disposait très mal. Et donc, essayer de trouver des occupations. Bon, ça a commencé par des animaux de compagnie. Voilà, oui. Donc, vous avez adopté des animaux de compagnie? J'ai adopté 2 chiens. Très bien. Puis des oiseaux, j'ai des oiseaux également. C'était une occupation assez positive. Puis ensuite, bon, le besoin de sortir un peu à l'extérieur aussi, ne pas rester à la maison. Et là, bon, j'ai trouvé un petit peu un créneau, c'est des formations, des petites formations en jardinage, en aquariophilie, en apiculture. Hein. Bon, c'est ce que je fais d'ailleurs actuellement aussi. Et ça permet de garder un contact à l'extérieur, de rencontrer des gens, voilà, grosso modo, c'est comme ça que... Et est-ce que vous avez gardé contact avec vos collègues, vos anciens collègues? Très peu, ça se perd. Vous savez, quand on prend sa retraite, bon, il y en a, mais très peu.
très peu. D'accord. Oui. Est-ce que c'est normal de couper les liens avec nos ex-collègues? C'est pas nous, pardon, excusez-moi, c'est pas nous qui coupons. Oui, c'est ce que j'allais dire. Généralement, si les personnes restent dans le milieu professionnel, c'est plus évident pour elles c'est des personnes qu'on rencontrait dans notre milieu professionnel, qu'on côtoyait au quotidien. Donc, vous voyez, je pense que monsieur, quand docteur travaillait, ses amis en dehors du travail, les voyaient très peu ou rarement ou lors des occasions. Les personnes qui voyaient le plus, c'était les personnes avec qui il travaillait. Mais une fois qu'on n'est plus dans cet univers-là, c'est déroutant pour les personnes déjà qui y sont, donc qui sont déjà happées par leur travail, ils sont complètement dans ça. Et puis pour la personne qui prend sa retraite, déjà qu'il faut qu'elle se réhabitue elle s'habitue à un nouveau mode de vie. Et en même temps, comme il m'a dit monsieur, c'est des habitudes. L'être humain est pris, il a des habitudes bien précises et c'est pas évident d'en prendre de nouvelles. D'accord. C'est pour ça qu'il faut préparer un nouveau cercle social, je dirais, au préalable, de par vos hobbies, vos valeurs, ce que vous aimez. Si vous aimez, comme monsieur il a dit, le jardinage ou bien la cuisine, vous pouvez faire des stages de cuisine. Et à partir de vos nouvelles valeurs, donc ce que vous aimez faire, vous allez vous construire un nouveau cercle social qui va vous accompagner pour votre retraite. Très bien. Et puis on dit tellement on n'a pas le temps de faire les choses quand on travaille, que c'est vrai qu'une fois qu'on se retrouve à la retraite avec ce surplus de temps, exactement, on ne sait pas quoi en faire si on n'a pas, si on s'y est pas préparé au préalable. Tout à fait. Et avec la famille, comment que ça se passe? Comment que ça s'est passé avec la famille? Parce que ça chamboule aussi la famille. Ah, oui, bien sûr, ça chamboule, et pas toujours dans le bon sens, parce que des fois on devient dérangeant un petit peu à la maison. Hein. Tout le temps à la maison, il y en a qui n'aiment pas beaucoup ça, surtout les femmes. Oui, mais j'aime bien bricoler, donc au début j'essayais de bricoler un peu, et vous aviez encore plus le temps de voir la famille, j'imagine. Oui, oui, au début. Et puis après, on recherche autre chose. On voudrait le contact à l'extérieur, une occupation. Voilà, on essaye la lecture aussi à la maison, mais c'est surtout l'appel vers l'extérieur. Oui, sortir, rencontrer de nouvelles personnes, comme au travail. Voilà, comme au travail, exactement. Oui. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, comment s'y prendre pour bien vivre sa retraite, docteur? Comment s'y prendre? Après, je vais vous dire, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise méthode. Il y a, on va dire, comme vous avez parlé de la famille, c'est vrai que la retraite, parfois, peut se préparer à deux. En couple également, parce que c'est vrai que le passage à la retraite, au niveau relations de couple, ça peut ne pas être évident. Si la dame, si la femme, elle est au foyer, ou bien elle continue à travailler, ou bien elle prend la retraite en même temps, s'ils prennent la retraite en même temps, ne pas préparer la retraite au préalable, vous imaginez. Donc c'est deux personnes différentes qui vont vivre la retraite en même temps sous le même toit, c'est pas forcément évident. Ah d'accord. Donc la vivre en couple, c'est pas forcément la meilleure solution. La préparer, si, mais alors imaginez en même temps si c'est une femme au foyer, elle a ses habitudes, son quotidien, ses repères, et puis du jour au lendemain, un mari qui était habitué à travailler, il est tout le temps dans ses pattes, comme dirait une femme, ça va pas être très évident pour elle. Donc après, la préparation peut se faire en couple. Il faut... Au départ, comme avait dit le coach dans le reportage, on peut penser qu'on est en vacances, mais imaginons qu'on avait envie de voyager, de faire le tour du monde, de découvrir, par exemple, de faire du hiking, c'est-à-dire de faire des randonnées. Ça peut être aussi un moyen de se mettre au sport, au yoga, mais aussi de se préparer ce plan à deux. De voir également si on a envie de tous les voyages qu'on n'a pas pu faire au préalable, si on peut commencer à les faire à deux. En même temps, on peut se mettre au sport, qui peut être une activité bénéfique, parce que de toutes les façons, ça permet de lutter contre la déprime, et entre autres aussi, si on arrive à la dépression également. Mais il peut y avoir une reconversion. Moi, je connais des personnes qui, une fois, une dame
à 70 ans, elle a repris les bancs de l'université. Et elle est allée faire psychologie et elle a fini par se reconvertir par la suite et ouvrir un cabinet de psychologue. Bravo. Elle s'est retrouvée psychologue à 75 ans, je crois, 76 ans, et c'était une nouvelle vie. Donc oui, après, aller chercher dans ce qu'on a aimé faire et on n'a pas eu le temps de le faire au préalable, et mettre en route ce nouveau projet, parce que quand on a un nouvel objectif aussi, ça vous donne envie d'avancer. Et puis c'est une seconde vie. D'accord. Et alors, vous avez des objectifs maintenant? Quels sont vos objectifs Non, tout de suite? pas spécialement. Oui. Non. Qu'est-ce que vous voyez dans le futur maintenant que vous êtes bien installé dans la retraite, vous avez trouvé des occupations? Il y a eu aussi la pandémie Oui. qui a un petit peu conditionné, qui conditionne notre quotidien et qui également nous empêche de nous projeter sur bien des plans. Mais bon, pour le moment, j'aime bien ce que je fais, c'est-à-dire les petites formations, là, parce que ça me rapproche de la nature, et voilà. Et puis ça me permet de sortir, de rencontrer du monde. Bon, pour le moment, je trouve que c'est un très bel objectif, déjà, de se rapprocher de la nature, hein. Oui. Sans y penser, vous l'avez trouvé finalement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais j'aurais dû vous rencontrer bien avant de prendre ma retraite. Alors on peut faire une reconversion de poste, travailler. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Si on croit que c'est la meilleure solution, on s'y lance, se lancer dans un nouveau travail? Puis si on a envie, après... Si la santé suit aussi? Si la santé suit, et puis comme je vous ai dit, c'est le moment de se poser des questions et de se retrouver. Donc une fois que vous vous êtes retrouvés, vous allez mieux vous connaître, parce qu'après tout, vous avez l'impression de vous connaître. Mais quand vous êtes happé par votre quotidien, par votre vie professionnelle, vous n'avez pas le temps de vous rencontrer. Donc moi, je pense que c'est vraiment l'occasion, dans un premier temps, d'apprendre à se connaître soi, d'aller à l'intérieur de soi, de se retrouver, et à partir de là, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Après, il n'y a pas, moi je dis, il n'y a pas de règle. Faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Si à 70 ans, vous avez envie d'aller faire l'Algérie d'est-ouest en autostop, si vous en avez envie et que vous avez mis en place votre projet, faites-le, hein. Il n'y a pas, ne vous mettez pas dans des cases, surtout pas. Il ne faut pas se freiner. Oui, il ne faut pas se freiner, surtout pas. Et la pandémie alors, voilà, vous avez parlé de la pandémie, on s'est ça nous a un peu conditionnés, on s'est retrouvés enfermés, surtout l'année dernière, on s'est retrouvés confinés, complètement enfermés à la maison. Est-ce que, en quelque sorte, ça a peut-être préparé certaines personnes qui devaient prendre leur retraite à s'habituer à un autre rythme? Je pense que l'enfermement, ce n'est pas la meilleure préparation pour la retraite. Oui. Personnellement, je ne pense pas. Oui, mais se retrouver sans travail, dans le sens... Oui, voilà. Se retrouver sans travail, je pense que ça donnait à réfléchir. Et puis, cette pandémie, elle est venue pour nous dire que rien n'est figé et rien n'est sûr, surtout. Et à ce moment-là, moi, je vais juste dire quelle est l'importance de vivre l'instant présent et de tout ramener à l'instant présent. Cette pandémie nous a juste ouvert les yeux sur... Il n'y a rien d'aussi vrai que ce qui se passe là, maintenant. Et de profiter de cet instant-là. Vous savez, Nelson Mandela, il a été enfermé pendant des années dans une prison sans voir le soleil. Et pourtant, c'était la personne la plus libre dans sa tête. Donc, être enfermé dans un appart ou dans une maison parce que c'est une pandémie, ça peut être difficile sur le plan psychologique. Mais si vous prenez ce temps-là pour revenir à l'intérieur de vous, eh ben, je peux vous dire que c'est très 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 plaisant de vivre avec soi. Très bien. Alors comment vous organisez vos journées maintenant? Bon, j'ai déjà mes animaux de compagnie, donc je dois les sortir. D'accord. Et puis sinon, je m'invente des courses à faire, des démarches, voilà, pour toujours essayer de sortir, de garder un contact à l'extérieur. Voilà. Et puis sinon, à la
maison, bon, c'est un peu la lecture, un peu la cuisine, j'y touche aussi. Voilà, très bien. On essaye Madame doit être contente alors. Oui, oui, sur certaines questions, oui. Très bien. Oui. Mais je n'ai pas de programme bien défini. Voilà, à part bon, les jours où j'ai mes formations, voilà, c'est tout. Très bien. Alors comment bien organiser ses journées quand on est retraité pour ne pas sentir le vide? Voilà, c'est ce qui serait intéressant. J'aimerais bien que le docteur nous peut-être nous oriente. Après, pour l'organisation, ça c'est également en fonction de ce que vous avez déjà mis en place. Donc si vous avez, comme monsieur, des formations à suivre, vous les suivez. C'est de mettre en place une routine. Après, mettre en place une routine, c'est personnel à chaque personne. C'est-à-dire essayer de mettre en place votre propre routine. N'allez pas piocher dans les routines habituelles où on va vous dire levez-vous à 5 h du matin ou à 6 h du matin ou à 8 h et faites ça, ça, ça dans cet ordre-là. Essayez, c'est pour ça que je vais revenir à soi, mais en apprenant à se connaître, on va essayer de mettre en place la routine qui nous correspond. Et il n'y a pas un programme idéal. Hein. S'il y a une personne qui a envie de rien faire pendant une journée, c'est ok, mais si elle a envie d'avoir une journée très active où elle peut faire du yoga, de la méditation, du sport, du jardinage, s'occuper d'animaux de compagnie, des petits-enfants aussi, parce qu'en même temps, en général, quand on est à la retraite, c'est l'âge d'être grand-parent. Et puis ça aussi, on peut aider aussi nos enfants à mettre en place des travaux chez eux, à s'occuper des petits-enfants, les garder, leur apprendre, le passage aussi de culture, d'héritage plutôt, de leur apprendre de nouvelles choses qu'un grand mère peut apprendre. C'est pas la même chose que pour apprendre un papa ou maman. Donc ça peut être aussi l'occasion de faire des réunions familiales, de se retrouver en famille, de passer, on ne va pas dire rattraper le temps, mais avec les enfants aînés, on va pouvoir, mais au moins pouvoir profiter des petits-enfants. Donc après, le programme, moi je dis, c'est libre à chacun de le faire en fonction de lui et surtout ne pas se mettre des barrières et surtout pas se stresser et se dire non mais moi j'ai des journées vides, je suis obligée de les remplir. Personne n'est obligé de quoi que ce soit. D'accord, très bien. Alors, très bien dit, oui. Alors, docteur Selimsi, vous aviez un conseil à donner aux futurs retraités. Vous êtes passé par là, oui. Donc qu'est-ce que vous leur diriez? Exactement, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est de se préparer. C'est de se préparer et comme a dit le docteur, c'est de mettre en place ce qui peut correspondre à des désirs peut-être qu'on n'a pas pu réaliser auparavant ou des désirs peut-être enfouis également qui peuvent se révéler une fois qu'on dispose de son temps en toute liberté. Et puis, bon, d'essayer surtout de positiver, parce que... Oui, surtout. Voilà. Parce que vous voyez, plus vous positivez, et plus vous allez, plus ça va être plus simple, et plus vous allez attirer du positif dans votre vie. Oui, c'est peut-être un peu ce qui m'avait manqué au départ, parce que ça a été difficile de se mettre dans le bain de positiver au départ. Oui, oui. Et puis, on devient un peu pessimiste, on voit tout un peu en noir, hein, parce qu'on n'accepte pas très bien ce changement, ce chamboulement dans sa vie. Il a fallu un peu de temps pour reprendre. Et donc s'il y a un conseil à donner, c'est de bien se préparer en mettant en place les éléments qui peuvent aider à s'épanouir une fois la retraite consommée. Très bien. Et vous, donc, docteur, si vous aviez des conseils à donner à tous les retraités qui nous écoutent, ou les futurs retraités qui nous écoutent en ce moment? Moi, je dirais que la retraite est un passage, hein, comme tout dans une vie, comme le coach avait dit dans le reportage. C'est vrai que dès notre jeune âge, on commence à sortir, aller à l'école, et puis la retraite, c'est vraiment ce moment-là où on souffle. Et puis, il y a tellement de belles choses à faire par la suite. Et moi, je dis, il faut juste se préparer, positiver et accepter. Parce que l'acceptation est la clé de tout. Vous voyez, monsieur le docteur l'a si bien dit, il a dit au départ, il n'a pas accepté. Parce que plus vous faites de la résistance,
plus vous allez avoir du mal à commencer à profiter de votre retraite. Parce que si vous la préparez bien comme il faut, à ce moment-là, vous allez pouvoir bien en profiter. Et puis, n'hésitez pas à se faire accompagner, surtout pas. Et puis, c'est pas un tabou d'être à la retraite. Vous avez tellement travaillé pendant longtemps et c'est mérité. Donc, et puis, c'est vraiment le temps, c'est là le moment d'apprendre à se connaître et à partir de là, de faire de nouvelles choses. Et puis, c'est une continuité. Hein. C'est juste pas une fin, surtout pas une fin. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut faire le deuil de sa vie précédente, de tout ce qu'on a laissé à côté? Moi, j'aime pas le mot deuil. Hein. C'est triste. Oui, j'aime pas. Et puis, il n'y a pas à faire le deuil. Hein. On accepte la vie qu'on a eue. Vous savez, sans cette vie-là, il n'y aurait pas eu de retraite. Et puis, c'est juste une continuité. Il n'y a pas de fin. C'est peut-être la fin d'un cycle, mais c'est la continuité. La vie est cyclique, l'univers est cyclique, le monde est cyclique. Vous voyez, il y a les saisons, il y a le jour, la nuit, donc tout est cyclique. Donc à un moment, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Mais c'est pas une fin en soi. Au contraire, pour moi, ça peut être le moment de renaître, ça peut être une renaissance. Très bien. Merci en tout cas pour tous ces conseils, pour vos témoignages. Alors je rappelle, Dr Lamia Glif Mazri, vous êtes médecin généraliste et coach. Merci. Merci. Et à vos côtés, Dr Selim Awati, voilà, désolé, dentiste et retraité de la santé. Merci encore d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Nous aussi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous passons à la rubrique conseils pratiques. Alors, place à la rubrique maintenant conseils pratiques et nous allons parler toujours des seniors, mais cette fois-ci les seniors et le sport. Et pour en parler avec moi, Madame Kamla Kara, vous êtes enseignante et chercheuse en physiologie du sport. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous, c'est avec grand plaisir. Eh ben, nous allons parler du sport chez les seniors. Oui. Alors, est-ce que les seniors peuvent faire du sport? Est-ce que c'est conseillé de faire du sport à un âge avancé? Oui, en fait, pratiquer une activité physique, disons que c'est obligatoire pour tout le monde et à tous les âges, que ce soit enfants, adolescents, adultes, seniors, tout le monde. En fait, le but, c'est préserver son capital santé. Donc, quand on parle des seniors, bien sûr, il faut faire très attention. Donc, il faut une consultation d'abord. Il faut aussi une autorisation, un certificat de non-contre-indication à l'activité physique. Après, il y a aussi ce qu'on appelle une consultation sport-santé, aussi, avec le coach sportif, où le coach doit évaluer déjà l'aptitude physique, doit savoir également les maladies ou c'est-à-dire ce que le senior peut avoir comme problème de santé. C'est à partir de là qu'on peut planifier et programmer de l'activité physique quotidienne. Donc pour ce qui est recommandé par l'OMS, c'est les 30 minutes de marche quotidienne. Donc tous les jours. 30 minimum, minutes. Faire de la marche. Minimum. Après, pour les seniors, on a différents types de sports qu'ils peuvent faire, mais à des intensités modérées. Donc, c'est individualisé. Donc, on ne peut pas planifier un programme pour tout le monde de la même manière. Donc, c'est individualisé. Et ils doivent faire, disons, de l'activité physique, c'est-à-dire une activité physique qui améliore l'état de santé. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, les femmes qui ont un problème d'ostéoporose, les seniors qui ont un problème d'ostéoporose, on a des types d'activités physiques. Donc le but de cette activité physique, c'est améliorer son état de santé et prolonger l'autonomie, ce qu'on appelle l'autonomie. C'est-à-dire retarder la dépendance. Avec l'âge, plus on vieillit, plus on perd de la masse musculaire, plus on perd des facultés, c'est-à-dire il y a une régression au niveau des facultés motrices, donc c'est tout à fait normal qu'il y a une régression au niveau des réflexes, régression au niveau, même sur le plan mental.
Donc, on préconise des activités physiques à des intensités modérées, très étudiées, adaptées pour ne pas agresser le corps, pour ne pas nuire à la santé du senior. Par exemple, pour les femmes qui ont de l'ostéoporose, on recommande de la gym douce, on recommande par exemple de la marche, on recommande de la natation, crawl spécialement, oui. On évite la brasse. Donc, il y a des activités où on n'agresse pas le corps et on respecte, en premier lieu, on respecte la progression. Donc, la progression, nous, autant que spécialistes dans le domaine du sport, donc on a des paramètres à utiliser. Donc, la progression, par exemple, je commencerai avec 30% de sa VO2 max, après 40, après 50, on reste toujours dans le modéré. Et l'activité physique et le sport n'est pas aussi destiné seulement à améliorer l'activité physique, motrice, cognitive également. On utilise des sports et des activités physiques, des programmes spécifiques aussi pour les malades Alzheimer, les patients Alzheimer aussi. Ah, c'est pour améliorer tout ce qui est mémoire, neuroplasticité. Avec du sport, on peut améliorer la mémoire. On peut améliorer, c'est éviter la régression rapide. Oui. Ça veut dire en ralenti. On ralentit. Au niveau donc on fait des activités physiques spécifiques, c'est des programmes spécifiques où il y a des réponses motrices et on travaille sur le plan aussi cognitif et tout ce qui est dégénérescence au niveau des neurones. Alors pour les seniors qui ont des maladies chroniques, c'est souvent le cas. Avec l'âge, on commence à avoir des maladies chroniques, soit le diabète, soit l'hypertension aussi, des problèmes de cœur et tout ça. Donc quels sont les sports qu'on peut pratiquer si on a par exemple un problème de cœur ou un problème d'hypertension? D'accord. Donc généralement, il y a deux types. Il y a le senior qui n'a pas de pathologie. Oui. Ouais, il est sédentaire généralement parce que la majorité des gens, c'est un fléau mondial actuel, c'est la sédentarité. Donc il est sédentaire, donc on respecte ça. Et il y a des seniors qui ont des maladies chroniques. Et c'est la sédentarité qui fait qu'on a des maladies chroniques. D'accord. Sans compter bien sûr le facteur génétique, tous les autres facteurs. Mais principalement, en ce moment, on est en train de lutter contre la sédentarité qui crée beaucoup de problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, tout genre Bon, le diabète, disons, quand il y a un facteur génétique, disons que ça sera plus rapide. Donc avec l'activité physique, on ralentit. D'accord. Même pour les seniors ou toute personne qui a un problème de cancer aussi, on a des programmes spécifiques de l'activité physique adaptée en sport santé, des activités physiques adaptées pour améliorer l'état de santé. Par exemple, pour ceux qui prennent les hypertendus, il y a des programmes à long terme où ils réduisent la prise médicamenteuse avec de l'activité physique. Par contre, ce qui est extrêmement important, j'insiste sur ce point-là, parce que je forme les conseillers en sport et tout ça, donc il y a une formation qui doit être mise en place ici en Algérie, c'est la formation sport santé, c'est de l'activité physique adaptée. Donc on doit connaître la pathologie pour qu'on puisse donner un programme adapté. Donc généralement, quand on parle généralement, par exemple pour les seniors généralement, les femmes seniors, elles ont un problème de l'arthrose. Oui. Ouais. Par exemple, l'arthrose, elle peut faire de la marche, elle peut faire de la bicyclette à la maison, par exemple. Mais par contre, par exemple, s'il y a un problème d'arthrose au niveau du genou, donc on évite tout ce qui est saut à la corde, on évite les jogging, il y a des activités ou types de sport qu'on doit éviter, où il y a des sauts, même pour les gens obèses. Pareil, les exercices ou toute activité physique ou sport où il y a des sauts, on les évite pour les obèses. D'accord. Ah si, parce que ça touche directement les articulations et ça peut les imbiber. Donc on a généralement ce qui est recommandé pour l'OMS, pour les seniors, généralement il y a la gym douce, il y a l'aquagym, il y a la marche, il y a après le vélo. Ça dépend du cas de la personne, du patient.
Sinon, pour la gym douce, on a le yoga qui est ça travaille au niveau du mental. Ça évite aussi, ça calme les esprits. C'est une méthode d'améliorer sa respiration aussi. Des exercices de respiration où a été démontré récemment que les exercices de respiration et les mantras du cœur améliorent la cohérence cardiaque. Oui, donc il y a le yoga, il y a le tai chi aussi qui est très en vogue en ce moment. C'est des exercices qui sont très lents, il y a une contraction du muscle, mais c'est précis. Donc ça affûte aussi les sens. Parce qu'avec l'âge, on a une régression au niveau des facultés visuelles, ça commence généralement facultés visuelles, auditives. Après, on a l'équilibration, parce qu'on on introduit toujours dans un programme pour les seniors des exercices et des activités physiques où on travaille l'équilibration. Donc, avant de faire ça, justement, on fait une évaluation de la condition physique. La condition physique, que ce soit sur le plan musculaire ou la souplesse aussi. On fait la souplesse du tronc et la souplesse articulaire aussi, et aussi des tests pour déterminer le degré ou l'équilibre chez le senior. D'accord. Oui. Alors, on a parlé juste avant de retraite. Alors, une personne vient de prendre sa retraite et veut se mettre au sport. Quel conseil vous lui donneriez? Comment doit-elle, cette personne, faire les démarches pour commencer à faire un sport? Un sport, ok. Donc, ce qui est important avant de se mettre au sport, il faut faire un test d'effort. Ça, c'est obligatoire. Un test. Alors, il faut faire le test. Au-delà, chez les hommes, à partir de 35 ans, c'est obligatoire. Le test d'effort? Oui, le test d'effort. Avant de se mettre à l'activité physique intense et l'activité physique. Au-delà de 35 ans, il est obligatoire. Les femmes, c'est au-delà de 45 ans. C'est obligatoire. Sinon, pour les gens les retraités en général, qui n'ont jamais, par exemple, eu le temps de faire du sport avant, voilà, les sédentaires, qui maintenant se retrouvent avec beaucoup de temps, ils veulent s'occuper. Donc, il faut une consultation d'abord chez le médecin, parce qu'en sport santé, on travaille en collaboration avec le médecin. On ne peut pas travailler, c'est le médecin qui nous oriente vers à partir de là, il y a le coach sportif, le coach sport santé, qui doit être formé en sport santé, il doit connaître les pathologies. Donc, c'est à partir de là, on fait un entretien où on mesure le degré de sédentarité. On a des questionnaires spécifiques. Et à partir de là, on peut évaluer le degré de sédentarité et planifier un programme. Donc, il faut un certificat de non-contre-indication. Généralement, quand ils partent chez le médecin va orienter. Par exemple, généralement, quelqu'un est hypertendu, un diabétique, donc chaque cas a des types. Mais en général, si quelqu'un, parce que je vais vous expliquer, c'est pas un problème en quelque sorte, parce que là, même pour les coachs sportifs, ils doivent être formés en sport santé. Ils doivent connaître les différentes pathologies pour adapter le sport. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un, que ce soit un senior ou même un adulte, il veut se mettre au sport, il va agresser le corps, il va traumatiser le corps, donc par la suite, il ne va pas continuer l'activité. Il va souvent, se dire, après la première séance de sport, on a des courbatures, on est fatigué, on n'est pas encouragé pour continuer. Il n'y a pas que les courbatures. Par exemple, si par exemple il y a quelqu'un qui a un problème, par exemple une femme senior qui a un problème d'arthrose au niveau du genou, si elle commence à faire de la Zumba, par exemple, où il y a des sauts, c'est tout à fait normal qu'elle va avoir mal, et elle va arrêter le sport par la suite. Donc notre but, c'est la pérennisation de l'activité physique. Donc on est sur une activité physique modérée. Donc, pour tout le monde, si quelqu'un n'arrive pas à trouver des orientations par rapport au sport, il y a la marche. Au minimum les 30 minutes, sinon plus. Marche rapide, c'est pas flâner. Non. C'est la marche rapide. Je vais vous expliquer pourquoi on dit à la marche rapide. Parce que si on fait la marche en 30 minutes, la marche rapide en 30 minutes, généralement à 6 km/h, elle est assez rapide. À 6 km/h, on a une consommation de 150 calories. Donc, 150 calories dans une semaine, ça sur une semaine, c'est à peu près 1000 et quelques calories. C'est le minimum
pour garder un capital santé. Donc pour garder un capital santé, c'est entre consommation 1000 calories et 3500 calories par semaine. Donc si on fait de la marche, plus elle est rapide, on a des réponses cardio-respiratoires. Et généralement, quand il commence à faire la marche, généralement surtout, je suis essoufflée, je n'arrive pas. Mais c'est pas grave, c'est juste le début. On peut faire les 10 minutes, on peut les séparer sur la journée. Et progressivement, on peut améliorer ça. Faire les demi-heures et après, on fera plus. Généralement, quand on fait les 30 minutes, après, on me demande généralement, oui, mais comment je peux savoir, est-ce que c'est rapide? On a ce qu'on appelle un seuil de santé. Un seuil de santé, nous, sur le plan physiologique, on peut le trouver, le calculer. Avec le test d'effort, on trouve le SV1, SV2, donc c'est le seuil de santé. On travaille au-dessous de ce seuil de santé. Mais pour quelqu'un qui travaille, justement, les coachs, ils me demandent généralement, mes étudiants aussi, ils me disent, mais comment je peux savoir si je suis sur le seuil de seuil santé. Donc c'est assez simple. Quand il marche, s'il arrive à parler, ça veut dire... non, s'il arrive à parler, ça veut dire on peut lui augmenter la... D'accord. On peut lui augmenter c'est-à-dire la rapidité. On commence progressivement. On ne peut pas demander à un senior de commencer parce que généralement, avec l'âge, on perd la masse musculaire. Il y a ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc, on doit du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, pour les gens qui sont malades, je précise sur ça aussi, renforcement musculaire, il parle de musculation. Chez les seniors, on parle de musculation isométrique. Qu'est-ce que ça veut dire isométrique? On ne produit pas le mouvement. Il y a une contraction du muscle, c'est des méthodes, mais on ne produit pas de mouvement. Donc, ce n'est pas de la musculation pour les jeunes, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'un senior peut faire des levées de la fente, comme on dit, faire de la musculation? La musculation isométrique, c'est ce que je précise. Mais faire de la musculation en salle avec les machines et tout ça, est-ce qu'un senior peut prendre le risque de le faire? Il doit être orienté par le coach sportif, et le coach sportif doit savoir aussi qu'on a des intensités, c'est-à-dire même en salle, ce qu'on fait en sport santé, c'est même en salle, on a les appareils. Si par exemple il commence à faire du vélo, on commence bien sûr avec des intensités. On commence avec par exemple, je commence avec 5 watts, après la prochaine fois 10 watts, et à partir de là, il y a une progression. Progressivement. Par exemple, s'il est sur la presse, ok, mais je dois, c'est par rapport la force qu'il doit utiliser. Donc c'est vraiment progressif. On utilise ça même pour la réadaptation, rééducation et tout ça. Après, donc pour les retraités, il y a une étude justement qui a été effectuée aux universités des États-Unis, où ils ont pris des femmes retraitées. Oui. C'est des femmes retraitées. Il y a un groupe de femmes retraitées qui étaient sédentaires et un groupe de femmes retraitées qui faisaient de l'activité physique. Donc, ils ont fait une étude biologique. Ils ont cherché l'âge biologique de ces deux groupes. Donc, il s'avère que les femmes qui ont fait de l'activité physique, c'est des retraités, mais qui ont fait de l'activité physique pendant leur vie, sport, activité physique, elles étaient très actives, pas sédentaires. Donc, elles ont gagné au niveau de l'âge biologique, au niveau des gènes, elles ont gagné 8 ans. Ah, c'est fou ça. Oui, elles ont gagné 8 ans. C'est des femmes qui étaient très actives. Bon, je précise parce que généralement, on me dit c'est quoi sédentaire? Quand vous dites qu'entre les femmes retraitées sédentaires et des femmes qui ont fait de l'activité physique, il y a une différence sur l'âge biologique, 8 ans. Donc c'est au niveau des télomères, au niveau des gènes. Donc il y a une différence de 8 ans. Et elles ont gagné 8 ans. Mais là, une sédentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on me dit, oui, moi je travaille tous les jours. Est-ce que je suis une sédentaire? Oui, mais si la personne travaille et passe plus de 6 heures jusqu'à 7 heures tous les jours assise, c'est une sédentaire. D'accord. Elle est considérée comme sédentaire. Il y a d'autres on me demande aussi, non, mais je fais 3 fois par semaine, je vais à la salle de sport. Oui. Mais c'est une sédentaire active. D'accord. Ça veut dire, pour casser tout ce qui est sédentarité, le fait d'être assis, ça vient du mot sédère, latin, c'est assis, passer du temps assis. Donc, l'idée est qu'on recommande généralement toutes les 2 heures, et on doit se lever
et on doit marcher 2 à 3 minutes. D'accord. C'est-à-dire faire des pauses, même si on travaille dans un bureau, on est assis pendant toute la journée. Donc on essaie de quand même marcher un petit peu pour ne pas rester c'est pour lutter contre la sédentarité. Oui, quand on lutte contre la sédentarité, donc on lutte aussi contre toutes les pathologies cardiovasculaires, hypertension et tout ce qui vient par la suite. En tout cas, c'était très intéressant. Merci encore. Alors je rappelle, vous êtes Madame Kemla Kara, vous êtes enseignante et chercheuse en physiologie du sport et on a parlé du sport chez les seniors. Merci encore. Merci à vous, avec plaisir. Et tout de suite, nous passons à l'info de la semaine. Et comme toujours, pour finir, une information utile et intéressante. Et c'est avec Leïla Djoubour. Leïla, bonsoir. Bonsoir Mounia, bonsoir aux chers téléspectateurs. Ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Alhamdoulilah. Alors ce soir, nous avons avec nous une invitée. Il s'agit de Rania Mziane qui est avec nous. Bonsoir Rania. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Comment ça va? Ça va, merci à vous. Alhamdoulilah. On est ravis de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. Puisque Rania a créé depuis peu sa marque 100% écologique, Viridis. Donc c'est une marque qui mêle l'art et en même temps la protection de l'environnement. Alors, fraîchement diplômée, elle s'est lancée dans ce projet-là, qui est un projet quand même très intéressant, Rania. Ouais. Donc, c'est Rania Mziane, diplômée en économie et gestion des entreprises et créatrice de la marque Viridis. Donc, c'est une entreprise à impact social et environnemental et aussi culturel. Donc, je fais la promotion de l'art algérien, du travail des artistes algériens sur un support écologique. Donc, alors on va y venir, le support écologique, j'imagine que vous en utilisez tous. Hein. C'est quelque chose qui est devenu tendance même en Algérie, qui est le tote bag. Oui. Alors le tote bag, on en a un d'ailleurs, on en a deux même, elle en a apporté deux avec elle. Le tote bag, c'est beau sac. Oui, c'est très joli, j'adore. Et en plus, il y a alors la particularité, c'est le message, parce qu'elle encourage des artistes à travers donc des messages sur ces tote bags. Vous pouvez me le passer? Bien sûr, là c'est Cheb Hasni, Allah yarhamou, voilà comme on peut le voir. Exactement, là c'est en fait. Et là c'est Cheikh Remeti. C'est la dernière collection. C'est la dernière collection. On a collaboré avec l'artiste Abdelghani Hidouch, alias Bolt. Oui, qui fait beaucoup de choses. Hein. On a pu voir sur les réseaux sociaux, très partagé. Donc, voilà. Et fait de la collection, en fait, je voulais rendre hommage aux chanteurs algériens, aux grandes figures algériennes en fait, qui ont marqué les générations et qui continueront toujours à marquer les générations futures, telles que Cheb Hasni, Remeti, Rachid Taha, Mato Blounes, Idir, il y en a plein, il y en a énormément. Des comédiens, des réalisateurs. Et voilà. Justement, elle partage, elle donne l'opportunité à ces jeunes artistes qui n'ont peut-être pas de visibilité, en même temps de faire de l'écologie, donc à travers ces actes, puisqu'ils sont 100% naturels. Oui. Voilà, oui. Travailler avec des matériaux donc naturels et en même temps, ça donne de la visibilité aux artistes, comme on le disait. Le déclic est venu depuis Tlemcen. Exactement, oui, voilà, donc c'est après... Une ville riche en patrimoine, donc voilà, je comprends tout à fait la démarche. Oui, donc voilà, le déclic m'est venu juste après avoir eu mon diplôme. Je me suis dit, bon, il faut que je me lance dans ça. Les tote bags, c'est des choses que j'aime beaucoup, que j'adore. Et pourquoi pas, je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter les artistes à travers un support tel qu'un tote bag. Oui, il y a quelque chose qu'on utilise très souvent. On a tous un dans le sac, je pense. Oui. C'est très utile. Et, surtout nous, hein, Mounia, surtout nous. Oui. On a toujours des chaussures à changer, voilà. des choses à transporter, du maquillage. Exactement. C'est un fourre-tout. Voilà, c'est un fourre-tout. Exactement. Pour faire des courses, éviter les sacs plastiques aussi. Oui. Alors, on parlait d'entrepreneuriat social, puisque c'est l'objectif de Viridis. Justement, ça vous a pris combien de temps pour monter votre petite entreprise? Alors, en fait, j'ai créé la marque le 14 juin 2020. C'était en plein Covid. Hein, oui. Exactement. Et j'ai intégré juste après l'incubateur Axe,
algérienne. Donc c'est là où j'ai commencé à réellement travailler mon projet. Et donc c'est venu au fur et à mesure. Et le concept de Viridis, c'est vraiment de faire travailler des femmes au foyer algériennes. Donc c'est elles qui confectionnent ces tote bags-là. Oui. Très bien. Voilà. D'ailleurs, ça c'est la nouvelle collection. Hein. Donc l'ancienne collection, on ne l'a pas, mais vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous mettez Viridis et puis vous allez voir l'ancienne collection. Alors vous n'allez sûrement pas vous arrêter là. Là, c'est les tote bags. Peut-être que vous allez toucher à un autre produit. Oui, pourquoi pas. Donc pour le moment, ça sera des tote bags parce que c'est vraiment un impact environnemental que je vise, qui est très important. Voir les sachets à usage unique, les sacs à usage unique, les voir partout. Plantés sur des arbres et tout, c'est devenu insupportable. On peut éviter les sacs plastiques. Voilà, c'est vraiment. Il faut savoir que ça ne coûte pas cher, donc un tote bag c'est dérisoire, donc vous pouvez en utiliser et préserver l'environnement. Voilà. Ça a un impact écologique. Exactement, et c'est un très bon support de communication. Surtout. Avec beaucoup de messages, vraiment. Et les artistes, alors prochainement, est-ce que vous allez collaborer avec peut-être d'autres artistes qui ont été Oui, bien sûr. En fait, marque? on travaille sur la collection dure 3 mois. Donc, c'est chaque 3 mois, on collabore avec des artistes. Des artistes différents. Voilà, des artistes différents, exactement. Donc, on a travaillé avec Anis Djibli, qui est d'Oran. Avec Mounimaliste, c'est Aminat Mem, qui est de Tlemcen. Et là, on travaille avec Bold, qui habite ici à Alger, mais qui est de Béjaïa. De Béjaïa, voilà. Et nous, en tout cas, c'est un plaisir pour les yeux. À chaque fois, il y a de nouveaux modèles. Et surtout avec le petit détail des artistes qui ont marqué c'est un détail très important pour moi, en fait, parce que c'est l'empreinte de Viridis. Et en fait, c'est un bout de tissu qui représente beaucoup pour nous. Exactement, qui nous parle beaucoup. Qui nous a marqué pendant toute notre enfance. Exactement. Mais voilà, ça commence avec des marques comme ça, telles que Viridis, et ça continue. On espère qu'il y en aura de plus en plus. Oui. Parce que franchement, c'est vrai que ça mêle patrimoine, nos artistes qui ont marqué la scène algérienne, et en même temps, ça a un impact écologique. Donc, très bien. Que demander de mieux? Oui, exactement. Voilà. Et notre but, c'est vraiment d'exporter l'art algérien. Très bien. Voilà. On l'espère. C'est vrai que mondialement, les tote bags, c'était très utilisé. En Algérie, pas vraiment, mais ça commence petit à petit à être fashion. Exactement. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant. Merci encore. Merci Leïla. Merci à vous, Mounia. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Leïla. Inch'Allah. Très bien. Donc, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.